Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 26e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur les différents dossiers diplomatiques sur le Moyen-Orient, un renforcement du partenariat avec le Canada et sur le Conseil européen de la semaine. Dans le club des 27, la Roumanie investit son gouvernement de la dernière chance, le sommet de l'OTAN s'est déroulé sans accroc et la Hongrie a vu la Pride interdite devenir la plus grande Pride de son histoire. Et chez nos chers voisins, Siarhei Tseranowski sort des geôles biélorusses, le gouvernement géorgien commence la purge des partis d'opposition et le gouvernement arménien échappe à une tentative de coup d'État. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. International, l'UE dans une position délicate après les bombardements américains en Iran. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin, les États-Unis bombardent les sites d'enrichissement d'uranium à Fordo, Natanz et Ispahan pour ce qu'ils estiment être la base de leur programme pour doter l'Iran de la bombe nucléaire. Comme à son habitude, l'Union européenne appelle à revenir à la table des négociations. Les 27 et la Commission sont d'accord sur le fait que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire et sur le fait que les belligérants doivent cesser les échanges de tirs. Lundi matin, le Conseil de l'Union européenne réunissait les ministres des Affaires étrangères des 27 pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Kaja Kallas, accompagné des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, la semaine dernière, pour lui demander de cesser les frappes et de reprendre le chemin des négociations. La menace d'une escalade laisse planer une nouvelle crise économique pour l'Union, puisque si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, le prix du baril va s'enflammer. Une augmentation qui pousserait mécaniquement l'inflation vers le haut. L'Union a intérêt à ce que la région se calme. Les bombardements américains montrent que l'Union n'a pas voix au chapitre. Les chancelleries nationales tentent de maintenir les canaux de dialogue avec l'Iran, mais les attaques israéliennes et américaines ont ruiné tout effort de négociation. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques affirment pourtant que l'Iran était prêt à faire des concessions pour prouver sa bonne foi. Alors que l'Europe sommeille, Donald Trump annonce, dans ce qui était pour nous la nuit du lundi 23 au mardi 24, un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Ursula von der Leyen salue ce cessez-le-feu total. Les deux belligérants ont tiré leurs missiles jusqu'au bout du délai, fixé à 4 heures du matin. Rien ne dit que les frappes états-uniennes ont totalement ruiné le programme nucléaire iranien, mais la tactique de Donald Trump est de vouloir forcer la main à l'Iran n'aura peut-être pas les effets escomptés. Même si l'Iran peut se sentir humilié par cette guerre des 12 jours, qui a révélé d'énormes faiblesses, le régime, lui, semble resserrer les rangs. Les Européens doivent tenter de maintenir un canal de dialogue alternatif pour continuer d'exister dans ce genre de grands dossiers internationaux où Donald Trump veut imposer ses choix seul, à l'inverse de toute règle diplomatique. International encore, tergiversation des 27 sur la position à prendre sur Israël. Toujours lors de cette réunion des 27 ministres des Affaires étrangères, il était aussi question d'Israël et de la Palestine. La haute représentante aux affaires étrangères, Kaja Kallas, a présenté le rapport du Service européen d'action extérieure, le SEAE, le réseau diplomatique de l'Union européenne, vendredi 20 juin. Un rapport de 8 pages où les services du SEAE font une liste d'une trentaine de violations des droits humains dont le respect était inclus à l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël. Parmi ces violations, on y retrouve le blocus de l'aide humanitaire, le lourd bilan civil à Gaza, les attaques contre les journalistes, les déplacements massifs et les destructions causées par la guerre, entre autres. Un rapport qui se base sur les évaluations faites
par des institutions internationales, notamment plusieurs agences de l'ONU, de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. La réunion de lundi avait pour but de discuter des mesures à prendre. Kaja Kallas étant chargé ensuite de présenter les conclusions des 27 au ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sa'ar, et de discuter avec lui des aménagements possibles pour rendre la situation plus facile pour les civils palestiniens. Kaja Kallas insiste sur le fait qu'il n'est pas question de punir Israël. Mais s'il n'y a pas de progrès, la réunion des Affaires étrangères du 15 juillet pourrait prendre des mesures coercitives contre Israël. Avant les bombardements américains en Iran, les 27 étaient favorables à mettre la pression sur Israël, mais après les bombardements, certains semblent resserrer les rangs autour d'Israël. Kaja Kallas marche encore sur des œufs, elle n'a pas les cartes en main. Certains États plaident pour une interdiction de l'importation des produits et services issus des colonies israéliennes en Cisjordanie, mais d'autres ne veulent pas de mesures coercitives contre Israël. Encore une fois, il faudra l'unanimité, ce qui semble inatteignable tant quelques États membres semblent arc-boutés sur un statu quo et le maintien de la discussion plutôt que sur des sanctions, ce qui rend la stratégie diplomatique européenne illisible étant donné le deux poids deux mesures entre Israël et la Russie. International toujours, l'Union et le Canada renforcent leurs accords. En amont du sommet de l'OTAN, prévu mardi 24 et mercredi 25, le Premier ministre canadien, Mark Carney, s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'objectif de cette rencontre est double: renforcer les liens entre UE et Canada sur le versant commercial pour tenter de réduire l'impact des droits de douane de Donald Trump, mais aussi tenter de renforcer les relations bilatérales en matière de défense, où l'UE et le Canada ont été accusés d'être des profiteurs de l'OTAN. Les deux parties s'engagent à respecter les règles de l'OMC et les accords de Paris. Sur la défense, les institutions européennes accueilleront un agent de liaison canadien. Le Canada pourrait participer au programme SAFE, qui consiste en l'achat de matériel commun au sein de l'Union européenne, élargi à des pays partenaires, une porte déjà ouverte avec le Royaume-Uni il y a quelques semaines. Il pourrait aussi participer au marché public militaire, aux opérations de sécurité dans l'Union européenne et aux investissements dans le cadre du plan européen de réarmement. Il faudra un autre accord dans ce cas pour acter la participation à SAFE avec ses propres entreprises. Le Canada a été considéré comme le vilain petit canard de l'Alliance, avec seulement 1,4% du PIB dédié à la défense. Sur le commerce, l'UE et le Canada ont atteint les 75,6 milliards d'euros d'échanges en 2024, ce qui représente une augmentation des échanges de 64% par rapport à 2017, année de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Les deux parties espèrent renforcer leurs accords pour réduire l'impact des droits de douane de Donald Trump. Conseil européen, un sommet sans réelles avancées et la Slovaquie bloque le 18e paquet de sanctions. Les jeudis 26 et vendredi 27 juin, dans la foulée du sommet de l'OTAN, les 27 avaient prévu de se retrouver lors d'un sommet du Conseil européen avec un programme chargé. Moyen-Orient, adhésion de l'Ukraine à l'UE, sanctions contre la Russie, dépenses de défense, migration, climat et commerce international étaient au programme. Un sommet un peu pour rien parce que sur la plupart des sujets, les 27 ont repoussé à plus tard leur prise de décision à cause d'une trop grande division des États membres sur chaque sujet. Premier couac, la Hongrie met son veto au lancement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il justifie son veto par une consultation publique
où 95% des citoyens interrogés se sont prononcés contre l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Des consultations où seulement 29% des Hongrois en capacité de voter se sont prononcés. Une campagne de propagande avait accompagné cette consultation, alimentant un climat de peur à l'égard de l'Ukraine. Lors de son arrivée en zone mixte au Conseil, il a déclaré que faire entrer l'Ukraine dans l'UE, c'était faire entrer l'UE dans la guerre. Il a aussi justifié son veto par les soi-disant persécutions à l'égard des minorités hongroises d'Ukraine. C'est un faux problème, puisque l'un des chapitres des négociations d'entrée dans l'UE aborde justement le respect des droits des minorités et le conditionne à l'entrée. Tous les autres États membres étaient favorables à l'entrée en phase de négociation d'adhésion avec l'Ukraine. Sur les sanctions à l'égard de la Russie, les 27 ont maintenu l'ensemble des paquets précédents, un exercice renouvelé tous les 6 mois. Par contre, sur le 18e paquet concernant l'arrêt des importations de gaz et de pétrole russe, la Hongrie et la Slovaquie ont posé leur veto. Les deux pays, bénéficiaires de gaz russe bon marché, grâce à leur servilité vis-à-vis de Moscou, refusent de renoncer à leurs privilèges et de trouver des alternatives en prétextant un enjeu de survie économique pour les deux pays. Sur le Moyen-Orient, les 27 se sont mis d'accord sur le fait que l'Iran ne devait pas se doter de l'arme nucléaire, mais après les bombardements américains, les Européens ont perdu leur pouvoir diplomatique sur le dossier. Sur Gaza, les 27 sursoient à décider, malgré un rapport du SEAE qui dénombre pas moins de 30 infractions au principe de droit international. Il mandate la haute représentante pour faire des propositions et de continuer à dialoguer avec Israël. Elle devra proposer des options lors de la prochaine réunion en formation Affaires étrangères du Conseil de l'UE, somme toute consensuelle et symbolique, puisque certains pays, comme la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, refusent la coercition à l'égard d'Israël. Sur la défense, la haute représentante doit fournir une feuille de route sur les investissements pour octobre. Sur les migrations, aucun progrès notable, malgré l'intention d'un groupe d'États de rendre plus strict le droit européen sur le sujet. Sur le climat, la Commission a annoncé son intention de proposer un texte sur la diminution des émissions de CO2 d'ici à 2040. Elle veut conserver l'objectif de réduction des émissions à 90% de 1990, tout en y ajoutant des instruments de flexibilité. Certains pays trouvent l'objectif trop ambitieux. Et sur les droits de douane américains, les 27 se disent prêts à concéder des choses aux États-Unis, mais de la même manière que le Royaume-Uni, avec un taux universel de 10% que les Européens appliqueraient aussi, sans droit de douane sectoriel. Aux dernières nouvelles, les tractations n'avancent pas et le 9 juillet pourraient s'appliquer les droits universels à 50%. Sans oublier que pour l'instant, il y a des droits de douane sectoriels sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. Plus le temps avance, plus les 27 pourraient afficher leur division et finir par concéder plus que des droits de douane, certainement l'abolition de certaines règles européennes pour sauver certains secteurs stratégiques nationaux. Un sommet européen pour rien, si ce n'est afficher les divisions des 27, pourtant unis à La Haye, pour afficher leur solidarité en termes de défense. Passons désormais au club des 27. Roumanie, un nouveau gouvernement pas si nouveau. Lundi 23, Ilie Boloian était investi Premier ministre par le Parlement roumain, les deux chambres ayant exprimé leur accord à 301 voix sur 464. Les partis d'extrême droite n'ont pas voulu participer au vote. Malgré ces hésitations, le Parti social-démocrate rentre au gouvernement et est le mieux représenté avec 6 ministères, alors que le Parti national-libéral et l'Union Sauver la Roumanie récupèrent chacun 4 portefeuilles. L'Union des démocrates magyars de Roumanie obtient, elle, 2 portefeuilles. Chacun des partis obtient un vice-premier ministre. La plus grosse critique formulée à ce gouvernement, c'est qu'il recycle des barons qui ont déjà été sous le feu des critiques pour leur citation
dans des affaires de corruption. Aussi, seulement 2 femmes sont présentes au sein de ce gouvernement. Autant les Roumains peuvent se satisfaire de la fin d'une crise politique qui dure depuis l'automne, autant ce gouvernement va devoir purger le pays de ses déficits excessifs dans un pays déjà en colère face à une inflation encore énorme. La Roumanie doit présenter aux autres pays européens son plan de réduction des dépenses en octobre pour rentrer dans les clous du pacte de stabilité et de croissance. Ce sont les mêmes partis qui ont creusé le déficit qui auront la tâche de redresser la barre. La promesse de transparence d'Ilie Boloyan sera importante car c'est cela qui pourrait permettre aux Roumains d'accepter les efforts à faire dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. La Roumanie va procéder à une augmentation générale des taxes. La mesure la plus contestée, même au sein de la coalition, c'est l'augmentation de la TVA. Certains demandent à dégraisser le mammouth de la fonction publique, notamment USR. Le PSD a posé une condition bien impopulaire pour son entrée au gouvernement, c'est l'alternance au poste de Premier ministre. Ils ont demandé à ce qu'Ilie Boloyan laisse sa place en avril 2027 à un Premier ministre du PSD. Une alternance déjà en place lors du dernier gouvernement entre 2021 et 2024, très critiquée à l'époque puisque ça a coupé le rythme des réformes. Autant les 32 offrent sa première victoire diplomatique à Donald Trump. Mardi 24 et mercredi 25, il était l'heure du tant attendu sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, où se jouait une révolution pour l'Alliance, l'augmentation du budget dédié à la défense des 32 pays partenaires des États-Unis. Un sommet taillé sur mesure pour Donald Trump, puisque les dirigeants européens de l'OTAN voulaient à tout prix éviter un départ précipité du président américain, comme nous avons pu l'observer lors du G7. Un sommet court, sans sujet irritant, seulement axé sur l'augmentation du budget à 5% du PIB, avec quelques aménagements. Il était important pour les Européens de donner des gages de bonne volonté. Ils consentent donc à rehausser leurs dépenses de défense pure à 3,5% du PIB et 1,5% à des dépenses subsidiaires liées à la défense, comme les infrastructures, la formation ou encore l'aide à l'Ukraine. Un deuxième objectif qui permet d'intégrer des dépenses qui ne relèvent pas purement de l'équipement militaire et qui permet aux Européens de donner une victoire au président américain sans trop alourdir la facture, puisque l'entretien des infrastructures n'était pas compté dans les dépenses militaires jusqu'ici. Initialement prévu au programme de la session principale du sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été écarté du programme pour éviter tout esclandre avec le président américain, reléguant sa présence à une simple entrevue bilatérale avec le président Trump. Un sommet qui débute avec toute la flagornerie de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui sait très bien à quel point Trump est sensible à la flatterie, en le félicitant pour les bombardements en Iran, soulignant qu'il avait été le seul président à avoir osé le faire et qu'il avait réussi à faire payer plus les Européens. Une flatterie tellement monumentale que Donald Trump s'est dépêché de la partager sur son réseau social Truth Social. Mark Rutte sait comment manier Donald Trump, quitte à tomber dans l'excès et à paraître trop consensuel. Mais l'objectif du sommet est rempli, Donald Trump n'a pas claqué la porte. Tous les membres, à l'exception de l'Espagne, consentent à hausser leurs dépenses à hauteur de 5% du PIB en matière de défense. L'Espagne a trouvé un accord avec l'Alliance pour avoir une exemption temporaire et rester à 2,1% du PIB, arguant que c'était le maximum qu'il pouvait faire pour préserver son modèle social, mais officiellement, c'est aussi pour préserver la cohésion de son gouvernement, Sumar n'étant pas favorable à une hausse massive des dépenses de défense. Ce qui donne une image symbolique lors de la photo officielle,
Pedro Sanchez se tient à distance de ses homologues chefs d'État et de gouvernement, ne s'est pas empêché de menacer l'Espagne de représailles pour son manque d'efforts. L'Espagne n'est pas la seule à être réservée sur les 5%. Le Premier ministre slovaque a laissé entendre que la Slovaquie pourrait quitter l'OTAN et devenir un pays neutre. Même avec les efforts des Européens, Donald Trump a laissé planer le doute sur le fait qu'il appliquerait l'article 5 du traité transatlantique qui dispose de la légitime défense collective en disant qu'il y avait plusieurs interprétations à l'article 5. Les Européens pensent que l'augmentation leur garantit la mise en œuvre de l'article 5. Précédemment, le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth ont assuré de l'engagement solide des États-Unis et leur maintien au sein du commandement de l'Alliance. Cependant, une clause de réévaluation a été intégrée et cette réévaluation aura lieu en 2029, après la fin du mandat de Donald Trump, sur la menace russe et les dépenses nécessaires pour répondre à la menace. La déclaration finale du sommet est simple, la Russie est une menace directe pour l'OTAN, point à la ligne. Finalement, la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a été qualifiée de bonne par les deux. Hongrie. La Pride interdite devient la plus grande Pride de l'histoire de la Hongrie. C'était un vrai test et tout le monde se demandait si cela irait jusqu'au bout. Tout au long de la semaine, le gouvernement a mis en garde les ambassadeurs qui voudraient se joindre au cortège en leur rappelant l'interdiction de la Pride. C'est le ministre de la Justice Bence Touchon qui s'est chargé de la lettre qui a été envoyée aux ambassades le mercredi 25 juin. Les estimations sur la mobilisation pendant la semaine faisaient état de 30 000 personnes attendues dans la capitale hongroise. Même si le cabinet d'Ursula von der Leyen s'est longtemps voulu prudent, la présidente de la Commission européenne a soutenu la Pride dans un message vidéo mercredi, appelant les autorités hongroises à revenir sur l'interdiction en vertu du principe du respect de non-discrimination inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Viktor Orban répond à la Commission en disant qu'elle doit rester dans son rôle et éviter son ingérence dans la gestion policière du pays, qui n'est pas de la compétence de l'UE. Rassurée par la prise en charge de la manifestation par la ville de Budapest, la présidente de Budapest Pride, Victoria Radvani, a rappelé que la police n'avait pas le pouvoir de faire interdire un événement municipal. Malgré tout, il restait possible que les autorités fassent un référé pour tenter de faire interdire la marche des fiertés par une décision judiciaire. Cela n'est finalement pas arrivé. L'événement a agrégé plus de 200 000 personnes, dont 70 eurodéputés et quelques élus nationaux d'autres États membres, comme la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, pour la France. C'est une vraie victoire pour l'opposition et la société civile qui se retrouve dans la plus grande Pride jamais organisée en Hongrie depuis sa création dans les années 90. La marche des fiertés était un test à plusieurs niveaux. En légiférant une interdiction de manifester pour une minorité, l'intention de Viktor Orban est claire. Voir comment le peuple est prêt à accepter les restrictions de liberté à l'encontre des minorités. Si les Hongrois montraient leur accord à une telle interdiction, le gouvernement n'aurait fait que rogner sur le droit à manifester d'autres parties de la population, les syndicats, l'opposition, la société civile, quel que soit l'objet de leur activité. L'autre enjeu était de tester l'unité de l'opposition et de mettre dans l'embarras Tisza, le parti de son principal rival, Peter Mayer. Alors que par exemple l'eurodéputée libérale de Momentum, Katalin Cseh, figurait dans le cortège, Tisza était étonnamment absent. La raison est simple, une bonne partie de l'électorat de Tisza est constituée des déçus de Viktor Orban, dont des électeurs qui restent fondamentalement conservateurs et qui ne sont pas forcément favorables à la Pride. Mais Tisza pourrait aussi rassembler au-delà de cet électorat en avril prochain, notamment les électeurs du centre et de gauche
qui pourraient leur apporter leur soutien pour faire barrage à Orban et pour qui la Pride est aussi une partie de leur identité politique. Mais il semble que ces électeurs ne tiennent pas rigueur à Peter Maillard de ne pas être présent. Le plus important pour eux est de mettre fin à 15 ans de règne orbanien et à l'affaiblissement constant du pays. C'est un revers énorme pour le gouvernement hongrois, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, puisque son interdiction a été désavouée. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Biélorussie, l'ancien candidat à la présidentielle, Siarhei Tiranovski, libéré. Samedi 21 juin, le général Keith Kellogg, l'envoyé spécial américain pour l'Europe centrale et orientale, rencontrait le président dictateur Alexander Loukachenko. C'est la première visite américaine depuis 5 ans. Une rencontre qui a duré 6h30. Le but de cette rencontre n'était pas connu à l'avance, mais elle a finalement débouché sur la libération de 13 prisonniers politiques, pour la plupart étrangers, à l'exception de Siarhei Tiranovski, ancien leader de l'opposition, qui en 2020 avait fait le tour du pays pour tourner un documentaire sur la gestion catastrophique du Covid à travers le pays et pour tenter de sonder la population sur son avis vis-à-vis du régime de Loukachenko. Conforté par le soutien de ceux qu'il a interrogés à travers tout le pays, Siarhei Tiranovski se fait leur porte-parole et se déclare candidat à la présidence, l'élection étant prévue en août 2020. Quelques mois avant l'élection, il est arrêté pour organisation d'émeutes et incitation à la haine, des chefs d'accusation qui le feront être condamné à 18 ans de prison en 2021. C'est sa femme Svetlana Tsikhanovskaya qui reprendra le flambeau de sa candidature. Alors pourquoi cette libération maintenant? De ce qui se dit, l'administration Trump discute depuis 5 mois avec l'opposition basée à Vilnius et avec l'administration biélorusse. Ce serait une tactique de l'administration américaine pour tenter d'ouvrir une autre porte dans les négociations entre Russie et Ukraine. Ils savent que Loukachenko est très transactionnel, qu'il se vend toujours au plus offrant. Maintenu au pouvoir par la perfusion de roubles russes, les sanctions touchent durement la Biélorussie, considérée comme co-belligérante de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un bon signe pour l'Ukraine, puisque les États-Unis n'avaient pas reconnu jusque-là la légitimité de Loukachenko en tant que président. Le fait de discuter avec lui pourrait éventuellement préparer le terrain à un retrait des sanctions et préparer aussi le terrain à une médiation biélorusse, ce qui serait inacceptable pour les Ukrainiens, puisque la Biélorussie sert de base arrière à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Ce serait donner beaucoup trop de gages à la Russie. Keith Kellogg a averti la Biélorussie qu'elle garderait un œil sur les exercices militaires conjoints avec la Russie, appelés ZAPAD, qu'on peut traduire par Occident, des exercices qui auront lieu près des frontières extérieures de l'UE et donc de l'OTAN. Les États-Unis affirment qu'au moindre faux pas qui toucherait un État membre de l'Alliance, les États-Unis n'hésiteront pas à agir. La Biélorussie, qui avait prévu d'y envoyer 13 000 hommes, a divisé son contingent par 2. Tiranovski a pu s'attendre à être libéré. Lors de son dernier mois de détention, il avait des repas plus riches et a été amené ces derniers jours dans les locaux du KGB. Malgré tout, il est apparu très affaibli lors de sa conférence de presse dimanche 22 à Vilnius. Très amaigri, le visage émacié, il a déclaré faire 79 kilos désormais. Il est apparu très ému en disant que sa fille ne l'avait pas reconnu. Il mentionne le fait qu'il était à l'isolement total et que pendant 4 ans, il n'avait pas eu de nouvelles de l'extérieur. Désormais, il entend laisser le leadership de l'opposition à sa femme. Il doit lui se reconstruire physiquement et mentalement après 5 ans de détention. Il a remercié Donald Trump et lui demande d'agir pour les 1200 autres prisonniers politiques. Géorgie, encore une série d'arrestations dans l'opposition. Le parti Rêve géorgien a créé une commission d'enquête parlementaire pour faire l'inventaire des actions passées de l'opposition
et clairement tenté de condamner l'opposition pour une supposée trahison du peuple géorgien. Mardi 24 juin, ce sont 4 figures de l'opposition qui ont été arrêtées. 4 personnalités de l'opposition qui ont refusé de se présenter à la commission d'enquête qu'ils voient comme l'Inquisition. Mamuka Khazaradze et Badri Japaridze, tous les 2 dirigeants du parti Lelo, ont été condamnés à 8 mois de prison. Zurab Japaridze, fondateur du parti Girchi, a écopé de 7 mois d'emprisonnement, tout comme Georgi Vachadze, leader du parti Stratégie Agma Chenebeli. Tous les 4 sont interdits d'exercer des fonctions publiques dans les 2 ans à venir. Rêve géorgien applique sa répression et entend bien restreindre l'opposition à son niveau le plus bas en la privant de ses dirigeants. À la base, la commission d'enquête avait pour objet les années de gouvernement du mouvement national uni qui dirigeait le pays de 2003 à 2012. La commission a largement dépassé son mandat initial, ciblant désormais tous les partis jusqu'à aujourd'hui. La justice géorgienne n'a fait qu'appliquer le code pénal en les condamnant pour défaut de présentation devant une commission d'enquête. Aucun des 4 n'a pu être présent à leur procès. D'autres leaders de l'opposition, Nika Melia, Nika Gvaramia et Irakli Okroashvili, sont placés en détention provisoire et risquent le même sort. Le Premier ministre Irakli Kobakhidze accuse les leaders d'opposition d'être des agents de l'État profond, un concept remis au goût du jour par le mouvement complotiste américain QAnon il y a quelques années. La commission d'enquête n'est que la première étape pour faire interdire les partis d'opposition dans le pays. Le parti Rêve géorgien est en train d'écrire un rapport à charge qu'il remettra à la Cour constitutionnelle, totalement loyale au gouvernement, qui devra se charger dans quelques mois de rendre illégaux les partis d'opposition. Arménie. Le Premier ministre Nikol Pachinian dit avoir déjoué un coup d'État. Mercredi 25 juin, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a annoncé que la police avait déjoué un coup d'État contre son gouvernement. D'après le comité d'enquête arménien, l'archevêque Bagrat Galstanian, qui a pris la tête d'un mouvement de contestation suite à la cession de territoire à l'Azerbaïdjan, serait le principal instigateur de la tentative de coup d'État. Il aurait eu les moyens de provoquer des attentats terroristes et de renverser le pouvoir. La police arménienne a procédé à des perquisitions chez l'archevêque et une trentaine de ses partisans. Depuis la fin de la guerre contre l'Azerbaïdjan, Nikol Pachinian doit composer avec des voix discordantes qui veulent lui faire payer les renoncements à des territoires arméniens. L'influence de l'Église orthodoxe est puissante en Arménie et le fait que Bagrat Galstanian prenne la tête d'un mouvement de protestation n'est pas anodin. Certains y voient la main du Kremlin, jamais très ami avec Nikol Pachinian, lui qui a provoqué le départ de Serge Sarkissian, très proche du Kremlin, en prenant la tête d'un mouvement pro-démocratie. Les relations entre le gouvernement et l'Église n'ont cessé de se détériorer jusqu'à début juin, où le Premier ministre a appelé les fidèles à renverser le chef de l'Église arménienne, Garegin II, qu'il a critiqué vertement pour l'abandon du Haut-Karabakh et qui avait même appelé à sa démission. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 26e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast
Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.